Comment avons-nous été créés? Une autre question de cosmogonie. Dans cette question, il y a déjà une réponse conceptuelle, spéculative. Comment avons-nous été créés? Donc, je ne peux pas parler comment on s'est créé. Personne ne veut pas savoir comment il s'est créé, il veut savoir comment il a été créé. S'il veut savoir comment elle a été créée, cela veut dire que la question est posée par son ego. Parce que l'ego ne s'est pas créé, il a été créé. Mais l'homme réel s'est créé, il n'a pas été créé. Je vais la conserver, on finit les autres, et puis si on a le temps, on va pouvoir embarquer. C'est la dernière. De quoi discutez-vous quand vous êtes avec des amis? Bon, ça, c'est une bonne question. L'homme nouveau n'est plus un humain. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau n'a plus d'émotion. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau n'a plus de mémoire. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau ne souffre plus. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau est au-delà du bonheur. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau ne se pose plus de questions. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau sait. C'est ce qui fait peur à l'humain. Pour la simple raison que l'humain, dans sa conscience émotive et psychologique, vit tout ce que l'homme nouveau vit, adapté à son plan évolué. Autrement dit, humanisé. Lorsque l'humain a un sentiment, il voit une fleur et il a un sentiment, il vibre avec la fleur. Lorsque l'humain aime la fleur, il vient de s'accaparer de la fleur. Alors l'homme nouveau a le sentiment. C'est de l'amour non sélectif intelligent. Il n'est plus humain en ce sens qu'il n'a pas besoin de la fleur. Il peut se contenter que de l'observer. Et il la laisse libre. Lorsque je suis avec des amis, premièrement, j'ai beaucoup d'amis, ben, on discute exactement comme vous. On joue ping-pong, on joue au tennis, on se promène, on s'amuse, on a du fun et on ne souffre pas. Ce qui peut être un peu différent. On ne s'engueule pas. On fait une vie comme tous les humains vivent, sans les problèmes reliés à la vie de l'humain. C'est la dernière question. Tu en as une? Moi, j'aurais aimé, si on a le temps, revenir Revenons. à la fin de la première partie où il était question de sortir de l'identification avec les éléments terre, air et eau pour commencer à redécouvrir l'esprit ou la dimension de la lumière. Donc, problème d'identification avec ce qui est temporel et avec ce qui est intemporel. Bon, pose une question, c'est plus clair. Par quel processus l'homme doit passer afin de se désengager de son identification avec la matière, avec les illusions du plan physique? Bon. Première chose, c'est que l'homme doit découvrir que le plan physique est effectivement constitué d'illusions. Deuxièmement, il doit ajuster sa découverte en ce sens que la matière n'est pas illusion, par contre la perception qu'il a de la matière est une illusion. Donc, l'homme doit prendre conscience que ce qu'il perçoit n'est pas la chose perçue. L'homme doit donc prendre conscience que ce qu'il peut entrevoir chez lui de l'extérieur n'est jamais en résonance parfaite avec l'extérieur, donc il y a coloration. La coloration, elle est due au temps et au transport, donc au déplacement de la matière par le temps. Cela veut dire que l'homme ayant différents sens, l'homme peut percevoir la matière par un sens et il ne la connaît pas. Il peut la percevoir par un autre sens et il en connaît un autre domaine, mais il ne connaît pas la chose. Il peut la percevoir par un autre sens et il ne connaît pas non plus ce qu'il voit. J'ai déjà expliqué, je réexplique brièvement pour ceux qui n'étaient pas là. La lumière, ce sont des photons. Elle se déplace approximativement 300 000 km à la seconde, ce qui donne l'impression, dans des faibles distances, d'instantanéité. Je regarde le verre. Le verre, pour moi, est sans doute ce qu'il est pour vous. Sauf que je ne sais pas s'il est ce qu'il est pour vous. Moi, je le vois rond. Mais de quelle façon le voyez-vous? Tout ce que je sais, c'est que la façon que moi je vois rond, j'ai appris à appeler ça rond. Mais si vous voyez ça comme ça et que vous avez appelé ça rond, on vous a instruit, quand on vous a montré la chose, que c'était rond. Lorsque vous voyez la chose, vous dites c'est rond. On est tous d'accord pour dire que le verre est rond. Mais rond veut définir quelle forme?
Ça, on ne peut pas le savoir. Nous pouvons dire ce papier est vert. Mais si la première fois que vous avez vu cette couleur et qu'on vous a dit c'était vert, voyant cette couleur, vous dites c'est vert. Moi, je vois le même papier que vous, mais je le vois cette couleur, et j'ai aussi appris c'est vert. Alors, on voit tous du vert. Mais est-ce qu'on voit la même chose? Ça, pas nécessairement. Cela veut simplement dire que entre mon œil et mon cerveau, il y a un nerf, le nerf optique. La couleur ou la forme du verre est prise par la lumière. Elle est transformée en photons. Alors ce n'est plus la chose. Les photons parviennent à mon œil, transformés en impulsions électriques. Alors ce n'est même plus de la lumière, et ce n'est donc encore moins que la chose que je vois. Le long de mon nerf optique, cette énergie neuronique, cette énergie électrique, nerveuse, vient jusqu'à mon cerveau. Et là, elle va être retransformée en énergie. En ce que j'ai vu et ce que je crois voir, il y a le monde. La matière, elle est authentique et réelle. Ce que j'en perçois est faux. Je perçois ce verre solide. Les scientifiques sont tous d'accord pour le dire. Ce ne peut pas être solide. Ça vibre. Il y a des atomes, des électrons autour et ça vibre. Ce verre est totalement et continuellement en mouvement. Un mouvement que je ne peux percevoir par mes sens. Alors, je décide et je pense que le verre est solide, immuable, sans mouvement. C'est faux. Je regarde le ciel. Regardant le ciel, je vois des étoiles. La majorité des étoiles que je vois n'existent plus aujourd'hui. Mais la lumière qu'elles ont émise il y a 2 millions d'années va traverser l'univers pendant 2 millions d'années et frapper ma rétine pendant 2 millions d'années. Et l'étoile n'existe plus. Ce qui fait que lorsque l'être humain conscientise le fait que la matière est une authenticité, lui perçoit, c'est une authenticité. Mais ce qui est perçu n'est pas en résonance avec la chose. Alors là, l'homme découvre l'illusion. Découvrant l'illusion, automatiquement, lorsqu'il ne l'a pas appris, mais lorsqu'il a compris, il vibre sur un autre schéma vibratoire qui déjà le désassujettit de l'illusion matérielle. On parle de la terre, de l'air et de l'eau. Pour symboliser, évidemment, parce qu'il n'y a pas que la terre, l'air et l'eau. Lorsque l'on parle de l'eau, on parle des liquides. Lorsque l'on parle de l'air, on parle des gaz. Lorsque l'on parle de la terre, on parle des solides. Au-delà, il y aurait le feu. Et certains mettent au-delà les terres. Lorsque l'humain perçoit convenablement que les choses matérielles sont perçues par lui et ne sont pas ce qu'elles sont, il perçoit donc une distance entre la chose et lui. Il sait donc qu'il n'est pas la chose parce que percevant la distance, par le fait qu'il y a coloration, donc transport. Étant donné qu'il y a transport, il y a automatiquement coloration parce qu'il y a friction entre le temps et la matière. Lorsque l'humain perçoit cela, lorsque l'humain cellularise cette chose, cet état d'être, il sait automatiquement, il est déjà automatiquement à l'échelle du feu. C'est-à-dire que percevant le fait qu'il y a une distance, il est déjà en train de se désachetir du temps. Il va donc développer chez lui une mécanique qui va lui permettre de pouvoir connaître la matière sans temps. Cela veut dire fusionner avec la chose. Être en état d'observation, mais pas en état d'observation par le corps d'un objet, mais être en état de vie de l'objet. Il y a donc fusion énergétique entre la chose et la personne qui observe. Il y a donc disparition de la chose observée et de la personne qui observe. Lorsqu'il y a disparition des deux, fusion, il y a vie. Alors l'être humain sait la chose, comme aucun être humain ne peut savoir la chose. Les humains peuvent connaître la chose, ne peuvent pas savoir la chose. L'humain est au niveau du feu. Initiation solaire, initiation par l'esprit. Tu as scribouillé. Donc, ce qu'il supprime, en fait, c'est la conscience réflective. Oui. L'espace, le temps entre la chose observée et puis lui-même. Donc, il n'y a plus de conscience réflective, ça devient une espèce de conscience intégrale. Sa conscience devient suffisamment étendue qu'elle peut englober la chose à observer. Donc, la chose fait maintenant partie intégrale de lui, c'est l'amour cosmique, c'est l'amour intelligent. Donc, il n'a plus besoin de le mémoriser.
Ça ne peut pas être émotivé, il n'y a pas de peur, il n'y a rien, c'est englobé. Quand ça part, automatiquement, tu englobes d'autres choses, ce qui fait qu'il n'y a jamais de perte d'amour, de peur de perdre. La conscience devient une conscience qui n'est pas nécessairement globale à l'étape du feu, mais une conscience qui est beaucoup plus volumétrique. Bon, ça, c'est un résultat, peut-être un effet, mais la cause, le processus dans le quotidien, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec son propre esprit à travers la désidentification? Premièrement, on ne prend pas contact avec son esprit, l'esprit va prendre contact avec l'humain. Maintenant, comment être préparé de façon à ce qu'on puisse être une potentialité de contact? Parce que c'est important de le dire, parce que l'humain qui veut entrer en contact n'est pas prêt. Alors, ça sert à rien de vouloir entrer en contact, on n'entre pas en contact, ça va entrer en contact. Toi, intelligent, tu vas savoir quand toi, cave, c'est correct. Bon. Mais toi, cave, tu ne sauras pas quand toi, cave, c'est correct. Bon. Voilà. Alors, ce qui arrive, c'est que, premièrement, l'humain doit apprendre à goûter. L'humain, on a parlé souvent du discernement. Le discernement, c'est un phénomène gustatif. L'humain doit apprendre à goûter, pas avec la langue, mais à goûter, à sentir, mais à pressentir, une espèce de goût. Il doit être capable de goûter ou de sentir l'odeur ou de goûter la saveur des plans mémoriels du monde des morts, des plans de la vie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humains sur la planète qui sont capables de goûter la vie? Pas beaucoup. Ils sont capables de goûter ce qu'ils ont vécu. Un peu comme tu prends quelque chose, tu le manges, tu l'avales. T'as goûté quoi? Faut que là, tu goûtes. Mais c'est mémoriel. Tu dois influencer tes papilles de façon à ce que celle-ci amène l'influx à ton cerveau. Ce que ton cerveau goûte n'est plus ce qui se trouve sur la papille parce qu'il y a la distance entre les deux, donc le temps. Tu goûtes le passé. Lorsque la personne vit simplement normalement et qu'elle, de prime abord, pour le processus pour arriver à cette gustation supramentale ou espiritisée, la personne doit simplement goûter à ce qui est facile à goûter. Donc, à elle. L'humain doit goûter à lui. Mais normalement, l'humain, il dit yark quand il se goûte. Bon. Et il est qui, lui? Celui-là, c'est qui? Puisqu'il n'y a pas l'ego, il n'y a pas la personnalité, il n'y a pas sa mémoire, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le produit de la société, tout ça, de son conditionnement. Il est qui finalement? Comment est-ce qu'il va se trouver, se découvrir? Bon, il va simplement se découvrir lorsqu'à force de vouloir se goûter, il va goûter l'ego. À force de vouloir goûter l'ego, il va simplement découvrir que l'odeur ou le goût de l'ego n'est pas en résonance avec lui. Alors lentement, l'humain ne sait pas qu'il est deux. Mais lentement, l'humain, c'est simplement qu'il y a un mot de problème chez lui. Alors l'humain finit par avoir une logifération sur sa vie, il la rend logique. Il voit des mécanismes qui ne vont pas. Et au fur et à mesure que l'humain fait juste prendre conscience, observer. La seule façon à l'humain de pouvoir travailler sur son évolution, c'est juste de cesser de vouloir évoluer. Cessant de vouloir évoluer, je parle sur tous les plans, cela veut dire juste observer. Si l'humain est capable juste d'observer, automatiquement, il goûte. Maintenant, on ne peut pas observer comme ça. Celui qui n'a pas de corps mental ne peut pas observer. Alors, si je dis à quelqu'un, observe simplement que présentement tu as peur. Regarde, dans le séminaire PMC, ce que je fais souvent, je demande aux personnes, ce que tu fais, est-ce que tu trouves ça intelligent? La personne va dire, oui. Je dis oui. Alors moi, je dis, tu trouves ça intelligent parce que tu le fais? Oui. Bon, mais c'est pas ça que je veux savoir. Là, c'est l'ego qui parle. Est-ce que tu trouves intelligent le fait de faire telle chose? Bon. Elle vient à un moment donné, parce que l'énergie monte, la personne va dire non, c'est pas intelligent. Alors, je lui pose la question fatidique, est-ce que tu es intelligent? Et normalement, vu que dans un séminaire, la personne, elle monte en vibration, normalement, elle répond oui, je suis intelligent. Alors, je précise, tu es intelligent et ce que tu fais n'est pas intelligent. Et lorsque la personne peut dire oui, mais vibratoirement savoir ce qui se passe, mais elle vient de passer au niveau de l'esprit, du feu. À un minime niveau. Bon, d'une quantité très, très minime, mais elle commence. Donc, il y a automatiquement un discernement. Alors là, je peux commencer à parler avec la personne, mais non pas parler à son ego, parler à son corps mental. Parler à l'autre personne chez elle. Parce que maintenant, on peut communiquer entre être intelligent. Alors, je vais dire, tu es donc capable d'entrevoir que ce que tu fais n'est pas intelligent, mais que toi, tu es intelligent. La personne peut répondre oui, parce que vu que je vois que ce que je fais n'est pas intelligent, c'est que je suis intelligent. Effectivement, il n'y a pas un mot d'ego sur la planète pour être capable de voir que ce qu'il fait lui est cave. Non, l'ego est orgueilleux. Tout ce que l'ego fait, c'est bon. Mais lorsque l'humain est capable de dire ce que je fais est stupide,
Mais moi, je ne le suis pas. Il y a deux choses. Ce que ton ego exprime est cave, mais toi, le mental qui l'observe, tu n'es pas cave. Parce que toi, si tu aurais le contrôle total sur toi, tu ne le ferais pas. Donc là, il y a déjà discernement. On commence le travail. Mais là, je ne ferai pas le travail du séminaire ici, parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Mais le travail commence et lentement, la personne finit par de plus en plus goûter à ce que c'est le mental chez elle et à ce que c'est l'ego chez elle. Mais dans la vie, c'est un peu la même chose. Ça peut prendre un laps de temps plus ou moins long. Tout ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, la vie finisse par obliger le mental à juste observer ce qu'on vient de faire est cave et à ne pas en souffrir. Une chose importante. Tu observes que ce que tu viens de faire est stupide. Tu te sens coupable, donc tu te crois stupide. C'est l'ego. Tu observes que ce que tu viens de faire est stupide. Tu vas faire mieux la prochaine fois et tu n'en souffres pas. C'est le mental qui vient d'observer. Et il vient un temps où le mental va dire, qu'est-ce que j'ai? Je sais que, puis je fais toujours l'inverse. C'est ça. Tu sais que, et tu ne fais pas l'inverse. Tu n'as pas le contrôle. L'ego fait l'inverse. Et l'ego ne sait pas. Lorsque l'humain vit ça, et ça c'est une phase qui se vit, bon, avec la société qu'on a, ça se vit très bien. On a une société mentale, alors à un moment donné, il ne veut pas que ça sort. Sauf que l'humain prend un laps de temps relativement long avant de discerner. Donc le mental ne s'identifie pas, le mental ne se personnalise pas immédiatement, ce qui fait que pendant de longtemps, l'ego est convaincu que c'est lui qui pense intelligemment, qui logifère la vie. Mais à un moment donné, l'ego se fait carrément dire, c'est-à-dire, vous avez comme une émotion, et l'émotion disparaît. Premier contact avec le discernement mental. Tu ne te fais fourrer. Tu es malheureux ou tu pleures parce que tu es triste et soudainement on dirait que tu pleures, mais on dirait que le pleur s'en va. Puis d'un coup tu pleures, mais tu pleures plus toi. Puis d'un coup tu arrêtes de pleurer, puis tu vois, puis c'est correct. Là, le mental commence à prendre le contrôle. Puis à un moment donné, les mémoires reviennent, puis là tu repars à broyer. Puis à un moment donné, tu sais encore, on dirait que tu t'épuises. Oui, l'ego perd le contrôle du corps, le mental le prend. Alors à un moment donné, on dirait que tout revient. Tu vois tout ce qui s'est passé, mais tu ne pleures plus. Et à un moment donné, le voyant, le mental repart. L'ego revient, tu recommences à broyer. C'est la même chose au niveau de toutes les émotions. Lorsque l'être humain transitif découvre qu'il est transitif, ben évidemment, la société le culpabilise, il est anormal. Il découvre simplement qu'à un moment donné, ce qui se vit, ne se vit plus. Se vit, ne se vit plus. L'émotion vient, l'émotion part, mais aucun contrôle. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ça, c'est un phénomène encore qui se fait. Observer, c'est quoi observer? C'est juste laisser la chance au mental de pouvoir juste s'exprimer. Maintenant, l'ego qui ne comprend pas ce qu'est s'observer, l'ego ne peut pas comprendre ce qu'est s'observer. Mais à force de le vibrer, de temps en temps, le mental vient observer et instruit l'ego. Et l'ego, voyons là. Bon, fini là. Mais à un moment donné, si on parle d'observer, ça peut donner une résonance vibratoire au niveau du mental, et là, il vient de comprendre la clé. Alors là, le mental peut instruire l'ego, c'est que si toi, le cave, tu t'observes, tu vas souffrir moins. Les bonbons, les carottes, j'en donne souvent en conférence. Alors, automatiquement, l'ego se dit, bon, ben, je vais m'observer, moi, souffrir moins. Alors, l'ego se met en état d'observation et c'est le mental qui observe, alors l'ego se fait avoir. Et là, lentement, l'humain évolue effectivement vers la non-souffrance. Mais c'est pas l'ego. Ok, alors est-ce qu'il existe, puisqu'on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre l'univers dans lequel on vit ou se comprendre soi-même, est-ce qu'il existe une façon d'expérimenter la vie qui débouche sur du discernement? Y aurait-il une façon de faire des expériences qui seraient positives? Bon, les expériences sont toutes positives, mais disons une expérience qui va plus en affinité avec la recherche de l'ego. C'est ce que l'ego appellerait l'expérience positive pour lui. Comment l'ego peut-il s'apercevoir qu'il est tombé dans un piège, en fait, ou dans une illusion, dans une expérience? L'ego est structuré de plusieurs façons. L'ego, il est pluralitaire. Il y a une partie mémorisée de colère, une partie mémorisée de peine, une partie mémorisée d'angoisse, une partie mémorisée de jouissance. Alors l'ego est toujours dans le trou. Si l'ego est en colère, la partie colère, elle est ravie. Mais la partie qui ne veut pas vivre la colère, elle vient se rendre compte qu'elle s'est fourrée. J'expliquais à un moment donné que tu viens pour tu fais du pouce sur le bord de la rue. Et là, il y a quelqu'un qui arrête. Es-tu content? Tu rentres dans l'auto, le gars est chaud. Là, la partie contente, elle se fait fourrer. Mais pourquoi tu sors pas du char? Parce que la partie qui aime souffrir est tout contente. Alors là, tu embarques avec le gars, puis là, tu t'en vas. Puis là, ça marche. Pourquoi tu sors pas? Parce qu'il y a une partie chez toi qui est contente, pendant qu'il y a une partie qui souffre. Lorsqu'à un moment donné, tu as suffisamment expérimenté, la partie suffisamment nourrie, l'autre lutte. La partie qui veut sortir lutte, mais la partie qui veut rester gagne. Et on voit ça dans bien des cas.
Où une personne est dans la misère, où elle souffre et elle reste dedans. Ben oui, parce qu'il y a une partie de son ego qui aime ça. Ça fait son affaire, comme il dit. Ça fait l'affaire de la partie qui vit, qui mémorise ce genre d'émotion. Mais ça fait pas l'affaire de l'autre partie qui mémorise d'autres choses. Pourquoi l'humain, lorsque l'humain, je parle de l'homme nouveau. L'homme nouveau est au-delà du bonheur. Disons, pour mieux comprendre, l'homme nouveau est toujours heureux. Qu'est-ce que l'homme ancien répond? Ça va être plate en maudit. Ben oui, mais c'est la partie d'en bas qui trouve ça plate parce qu'elle ne pourra plus être nourrie. C'est la partie de guerre, la partie violente, la partie d'en bas de l'ego qui, elle, répond. Ça va être plate en vache. Mais dites, l'homme nouveau est toujours en guerre. Même réponse. Ça va être plate en vache. C'est la partie en haut qui répond. L'ego, il est pluralitaire. Tant qu'il n'y a pas de fusion de l'ego, alors il ne peut pas y avoir, l'ego est toujours dans le trou. Alors comment l'ego se rend-il compte qu'il s'est fait avoir? Il s'est toujours fait avoir. C'est pour ça que l'homme veut du changement tout le temps, faut déménager, changer les meubles, voir de nouvelles vues, une vue d'horreur de temps en temps, ça nuit pas. Mais non, ça nourrit la partie d'en bas. Fait que tu la laisses tranquille, après ça, tu laisses en paix. Pourquoi l'homme a besoin d'une bonne touffe de temps en temps, une bonne petite... Il a toujours besoin d'un peu de merde de temps en temps, parce que ça nuit pas. Parce que c'est l'ego qui recherche.